Ben bonjour tout le monde! Là, je vais vous montrer quelque chose de le fun aujourd'hui encore. C'est des vieux souvenirs que je remets à l'ordre du jour. Et puis, c'est toujours dans l'optique de, comme je vous avais dit, dans ma promenade que j'ai fait en forêt, on va faire des choses qui ne coûtent rien. Parce que j'ai pas le goût de dépenser quoi que ce soit. Parce que, avec ce qui s'en vient, comme je pense que ce qui s'en vient, c'est mieux de garder ses réserves plutôt que de les dépenser. Donc, regardez ça, il fait 23 degrés dehors. Après la vidéo, c'est ça que je m'en vais faire. Je vais aller jouer dehors. Probablement que je vais sortir la moto avant qu'il pleuve parce que je pense qu'il va pleuvoir demain aussi. Bon, ben c'est ça. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est des vieux souvenirs. Parce que à l'âge où je suis rendu, on a pas mal plus de souvenirs que de projets, quoique j'ai encore beaucoup de projets. Et j'ai pas mal plus d'affaires derrière moi qu'il y en a en avant. Mais on profite du temps qui passe pour de bien du fun. Donc, je vais vous montrer ça. Lisez ce qu'il y a là, si vous êtes capable de lire l'anglais. Mais en tout cas, quand j'ai commencé chez Radio Shack, à une certaine époque de ma jeunesse, j'avais dans la jeune vingtaine, au début des années 80, on vendait de l'informatique. Quand on parle de stockage, imaginez cette grosse boîte-là, 4,5 MB pour 4000 $. C'était assez énorme comme bestiole parce que, si on veut, c'était un bon 30 cm de large par un bon 10 cm de haut par un autre 30 cm de profond, puis ça pesait assez lourd. Donc, en réalité, ces choses-là n'étaient disponibles que pour les entreprises. Mais, avec le temps, ça a bien changé. Moi, quand j'ai commencé en informatique, dans l'informatique grand public, ben, j'ai commencé en utilisant ce beau petit appareil qui était connecté sur mon TRS couleur. Comment est-ce qu'on... Oh, on injecte par ici. Sur mon TRS couleur, genre, je ne sais pas ce qu'il y a sur cette cassette-là, si c'est des programmes ou si c'est de la musique. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va savoir dans les prochaines semaines parce que j'ai retrouvé pas mal mes vieilles cartouches de programme. On va voir si ça fonctionne encore. Et puis, il y a des choses que je veux vous montrer en basic. Il y a des programmes que j'ai faits qui sont quelques lignes de programmation, mais ce qui prenait le plus de place, c'était l'interface pour que l'humain puisse utiliser le programme. Et puis, après ça, on est allé... C'est ça que je voulais vous montrer, un beau lecteur de disquettes 5 pouces et quart qu'on insérait comme ça. Ah, ça s'insère encore. Ferme la petite porte. Et puis le lecteur fonctionne. Sur ces disquettes-là, ça coûtait une fortune ces engins-là, c'était plusieurs centaines de dollars. Je me souviens pas comment. Faudrait que je regarde dans les beaux catalogues ici là, que j'ai conservés du temps où je travaillais là. Et on avait sur un ordinateur couleur, comme mon premier ordinateur, ce mode de stockage-là, c'était 176K. Je pense qu'on pouvait en mettre 2 ou 4 on pouvait mettre 2 ou 4 sur le système. Il y avait un contrôleur pour faire marcher ça sur l'ordinateur couleur. Et ça fonctionnait aussi sur le TRS Model 4. Mais le TRS Model 4, je pense que c'était à peu près le même genre de stockage aussi, parce que ça venait avec... je pense que le programme pour faire marcher ça était dans la machine. Sur mon premier iMac que j'ai acheté, la cliente qui avait ça, au départ, faisait du traitement de texte. Donc, on avait un beau disque dur de 1.2 GB. Puis moi, comme je fais de l'image, ben, c'était comme... oublie ça! Je mettais des 80 GB, puis même les 80 GB, je suis obligé de fonctionner avec des disques extérieurs parce que ça prenait trop de place. Puis il y a eu les disques, comme je disais, les petits disques compacts à 500. C'était un petit peu échevelé mon affaire, parce que j'ai fait d'autres affaires en chemin. Alors si on mettait des disques durs, c'est ça, sur mon premier iMac, j'ai mis des disques durs de 80 MB en commençant. Et puis, j'ai tout le temps fonctionné aussi à partir de mon PowerPC avec des disques durs externes, parce que quand j'ai un trouble, un disque dur externe qui est la copie du disque dur interne, comme ça, si j'ai un problème, j'ai toujours mes données. J'ai toujours fonctionné comme ça. Puis même aujourd'hui, si j'ai presque 6 TB
sur la table de travail. J'ai aussi 6 TB sur un serveur externe. Parce que où sont les dossiers, qui sont un miroir de ce qui est, de ce qui est sur ma table de travail avec le iMac, avec le MacBook Pro. Quand j'ai eu le MacBook Pro, on avait le storage sur les clés USB, mais les premières clés USB que j'ai eues, c'était pas ceux-là. Le stockage était pas mal moins gros que ça. Et puis, c'était pas mal moins rapide aussi en USB 1, USB 2, parce que USB 1, ça roulait à 200K secondes. USB 2, je pense que c'est capable de rouler à 12 MB secondes. Donc, ça fait beaucoup d'informations en pas grand temps. Donc, on était obligé de fonctionner avec ces petits disques durs externes-là. Ça, c'est du USB 2, si je me souviens bien. Ouais, c'est du USB 2. On est obligé de se promener avec ces disques durs-là, parce que les clés USB n'avaient pas assez de stockage. J'ai eu, à partir de mon iMac, les dossiers que je donnais à des clients, c'était sur des CD ou des DVD. Et puis, à partir de peut-être 3-4 ans, les dossiers que je donnais à des clients, c'est vraiment sur des clés USB, parce que les clés USB, écoute, le DVD, c'est 4.5 GB de storage, puis ça, au minimum, c'est 8 GB de storage, puis ça coûte presque rien maintenant. Et puis, les dernières que j'ai achetées de clés USB, je pense que c'était au-dessus, j'ai du 32 GB ici. Puis je pense que j'ai acheté du 64 déjà aussi. Une autre chose, quand j'ai acheté ma première caméra, on est toujours dans les souvenirs là. Quand j'ai acheté ma première caméra, ma Dimage, vous regarderez sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur la Dimage, ma première belle caméra. Ça venait avec une compact flash de 16 MB. Et ma caméra pouvait rouler en JPEG, puis pouvait rouler aussi en TIFF. Quand je roulais en TIFF avec la plus haute résolution, il rentrait une photo sur une carte comme ça. C'était cher à l'époque, parce qu'après ça, j'ai acheté des cartes comme ça. Il y a eu ça de disponible. Quand j'ai acheté la caméra, il n'y avait que ça de disponible. Ça se vendait. Ah, j'ai une grosse tache sur le pouce. Ah, ok, ouais, c'est ça, parce que j'ai joué dans mon imprimante aujourd'hui, puis j'ai du tourneur partout. Il y avait ça se vendait $1 du meg. On parlait de 128 à 130 $ pour une petite carte comme ça avant. Voilà! Et puis, j'ai reçu une caméra il n'y a pas longtemps où, ouais, celle-là, on n'en parlera pas, ça vaut pas la peine, parce que c'est encore plus ancien. Et puis, après ça, ben, on a fini par avoir des 1 GB. Qui se vendait à l'époque, celle-là, tu payais à peu près 100 $ dans le temps. Ça fait longtemps! Puis il y a mes amis qui avaient acheté des caméras pas chères, puis ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient même pas mettre plus que... Je pense que les 128, c'était les plus gros qu'ils pouvaient mettre dedans. Moi, la Dimage à 1 GB, ça passait encore. J'ai jamais essayé de mettre plus qu'1 GB dedans, mais en tout cas. Et puis, c'est ce qui est arrivé aussi, quand j'ai eu ma petite caméra... Ouais, c'est ça, quand j'ai acheté ma petite Nikon Coolpix, elle, je la faisais fonctionner avec des cartes de 128 MB. C'était déjà intéressant. Ça, c'est ce que je mets dans mes caméras maintenant, là, du 32 GB. Mais maintenant, à cause de la capacité de storage de ces cartes-là, voyez-vous, les dernières que j'ai achetées, c'est du 256 GB. Et regardez la grosseur du chip par rapport... Regardez, c'est toujours... On va dans... 32 GB, 1 GB, 128 MB, puis 16 MB. Donc, avec des cartes de cette capacité-là, le disque dur, on ne le transporte plus. Oubliez ça. C'était ça pour le storage. C'était une petite vidéo inutile. Puis, et puis, dans les prochaines semaines, comme je vous disais, j'ai ressorti, regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé sur Internet. Parce que les 6809, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur des color computers. Donc, on va se mettre un petit peu à l'étude, même si c'est complètement inutile. Ça va être le fun de vous montrer ça. C'est l'assembleur. J'ai les interpréteurs pour ça. Et puis, j'ai retrouvé aussi... j'ai travaillé un peu sur des TRS 80 dans le temps, alors voilà, le vieux TRS. Et puis, j'ai les livres de Basic de mes machines, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu le Basic des machines, comment ça fonctionne. Et puis, j'avais plein de manuels, j'avais plein de manuels à l'époque là-dessus. Donc, on va rejouer là-dedans.
Ça va être bien le fun de vous montrer ça. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ces langages-là ne sont à peu près plus utilisés parce que il y a eu beaucoup d'interpréteurs qui ont été faits Et puis quand on veut construire des apps, il y a beaucoup de systèmes d'assemblage de commandes là, qui sont extrêmement faciles à utiliser, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Moi, j'ai fait de la programmation un peu jusqu'à ce que les logiciels commencent à arriver, parce que les logiciels de base de données, ces choses-là, je faisais des programmes, j'ai joué dans un petit peu des programmes comptables un peu, puis quand les systèmes de base de données sont arrivés, ça a été comme « oublie ça ». Parce que si je prends, comme par exemple un FileMaker Pro, j'ai juste à l'ajuster pour faire ce que je veux, puis je fais faire ce que je veux, parce que quand j'étais au garage, le système de facturation du garage, c'est moi qui l'ai monté. Puis avec FileMaker, c'est une vraie merveille à monter. T'as pas vraiment de commande basic. Quand tu mets tes champs en place, tu décides des calculs que tu mets dedans, puis tu es capable de connecter dans tes champs ta liste d'adresses, puis ta liste de... Puis même dans tes champs, tu es capable de connecter ton inventaire, tes pièces, tes choses. C'est facile maintenant. Donc, on va retourner au basic dans les prochaines semaines. Ça va être le fun. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était pas utile plus qu'il faut, mais c'est toute une vie d'apprentissage que j'ai derrière moi, puis je continue à apprendre. Alors, même si j'apprends des nouvelles affaires, je n'oublie pas les anciennes, parce que dans toute la technologie humaine, ça a toujours été on bâtit la nouvelle affaire à partir de la vieille affaire. Tu sais, ça a été comme ça dans l'automobile. Il y a eu le moteur à explosion à un cylindre, puis on a rajouté un autre cylindre, puis on a rajouté un autre cylindre, puis on a changé le système on a changé le système de roue d'entraînement. Comment ça s'appelle? Je me souviens pas du nom. Et puis, on a ajouté une carrosserie, puis on a ajusté la carrosserie, puis on a mis les plus belles tôles. Puis, en informatique, c'est pareil. On a commencé avec des systèmes à relais. Des relais à l'air libre, puis souvent il y a des bébites qui se pluguaient dans les relais, puis le contact ne se faisait plus. Probablement de là que vient l'idée de bug. Et puis on a passé au système à tube, puis après ça on a passé aux semi-conducteurs, puis là on va peut-être passer à d'autres choses. Les semi-conducteurs, là, on a commencé avec avec ce que je vous ai montré, le gros 6809 qui avait quoi, 65 000 transistors ou 65 000 adresses. La série M2, la série M2 Apple, qui maintenant, c'est 16 milliards de transistors sur une gravure de à peu près 5 nanos, si je me souviens bien. Là, je regardais sur TSMC à Taïwan. Ils vont commercialiser dans pas grand temps le 3 nanos. Et puis là, ils travaillent déjà sur le 1 nano. Quand tu arrives là-dedans, tu es à peu près à la grosseur des atomes. Là. Je ne sais pas comment ils font pour la gravure, mais c'est fou, là. Tout va de plus en plus vite. Ou ben non, c'est moi qui ralentis parce que je vieillis. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. À la prochaine. Amusez-vous bien. Donnez-moi un petit pouce. Pensez à vous abonner. Puis, comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais faire comme prochaine vidéo. On verra ça en temps et lieu. Salut!